Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Ma femme et moi faisions nos bagages pour notre lune de miel quand j'ai soudainement reçu un appel de l'état civil me disant « Désolé, nous avons revu les documents. Il vaut mieux que vous veniez voir cela en personne. Mais venez seul et ne le dites sous aucun prétexte à votre femme. » Ma femme avait plus de 10 identités différentes. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Ramiro. J'ai 57 ans et l'après-midi précédent, j'avais épousé la femme de mes rêves lors d'une cérémonie qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Bérénice était entrée dans ma vie il y a 3 ans, alors que j'avais déjà perdu tout espoir de ressentir à nouveau quelque chose de vrai pour quelqu'un. 5 ans de solitude après mon divorce avaient fait de moi un homme résigné, convaincu que le véritable amour appartenait au passé, un privilège de la jeunesse. Mais elle a tout changé en un instant. Nous nous sommes rencontrés dans une librairie du centre-ville. Nous cherchions tous les deux le même recueil de poésie latino-américaine. Nos mains se sont touchées alors que nous essayions d'attraper le dernier exemplaire sur l'étagère. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis la vingtaine. Son sourire a illuminé toute la boutique, toute ma vie. Dès ce premier jour, chaque moment passé avec Bérénice a été parfait. 3 ans. De scènes romantiques, de voyages sur la côte, de conversations qui duraient jusqu'à l'aube. Elle m'écoutait avec une attention que je n'avais jamais reçue auparavant. Elle me faisait me sentir intéressant, précieux, vivant. Elle disait que j'étais l'homme qu'elle avait toujours rêvé de trouver, que ma maturité était exactement ce dont elle avait besoin après tant de déceptions avec des hommes plus jeunes et immatures. La cérémonie de la veille avait été intime et élégante, exactement comme elle le souhaitait. Seulement nos amis les plus proches et ma sœur Bérénice était radieuse dans cette robe de couleur ivoire qu'elle avait choisie avec tant de soin. Ses yeux brillaient sous le voile lorsqu'elle a dit « oui », et j'ai senti qu'enfin, après tant de temps perdu, ma vie retrouvait le sens qu'elle aurait toujours dû avoir. Les invités ont applaudi avec enthousiasme. Le photographe a capturé chaque sourire, chaque étreinte, chaque larme de bonheur. Mon meilleur ami, Fernando, mon ami depuis 30 ans, m'a serré fort dans ses bras et m'a chuchoté à l'oreille qu'il ne m'avait jamais vu aussi heureux. Et il avait raison. Je flottais sur un nuage de plénitude absolue. Cette nuit-là, dans notre appartement, nous avons trinqué avec du champagne français et parlé de la Patagonie, des anciens glaciers que nous allions visiter, des nuits froides au coin du feu dans le chalet que nous avions réservé, de l'avenir que nous allions construire ensemble. Bérénice a posé sa tête sur mon épaule et m'a dit qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse, que j'étais le cadeau que la vie lui avait offert après tant d'années difficiles. Je me suis endormi en la tenant dans mes bras, sentant sa respiration calme contre ma poitrine, pensant avoir atteint le sommet de mon existence. Un homme de 57 ans qui avait enfin trouvé la paix, le véritable amour, la compagnie qu'il avait si longtemps cherchée. Mes amis m'enviaient. Ma famille était heureuse pour moi. Tout le monde disait que Bérénice était parfaite pour moi, que je méritais ce bonheur après tout ce que j'avais souffert, que l'on pouvait voir l'amour véritable dans nos yeux. Et j'y croyais. J'y croyais de toutes les fibres de mon être jusqu'à ce matin-là. Jusqu'à cet appel. Maintenant, j'étais là, debout au milieu de la chambre, écoutant ma femme chanter sous la douche, détenant un secret que je ne comprenais pas, mais qui me déchirait déjà de l'intérieur. La valise à moitié faite sur le lit semblait se moquer de moi. Les billets imprimés pour Bariloche sur la table de chevet ressemblaient soudain à un mensonge. Bérénice est sortie de la salle de bain enveloppée dans une serviette, ses cheveux mouillés tombant sur ses épaules. Elle m'a souri avec ce sourire qui faisait toujours fondre mes défenses. « Tout va bien, mon amour ? Tu as l'air pâle.
J'ai dégluti. Je devais agir normalement. Oui, tout est parfait. Je pensais juste à tous ceux qu'il nous reste à emballer. Elle s'est approchée et m'a embrassé sur les lèvres. Ne t'inquiète pas tant. Nous avons tout le temps du monde. Ses yeux m'ont regardé avec tendresse. Mais pour la première fois en 3 ans, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ce regard. Ou était-ce juste ma paranoïa? Bérénice, mon amour, je dois sortir un instant. J'ai oublié d'acheter de la crème solaire pour le voyage. Nous pourrons en acheter à l'aéroport demain. Non, je préfère que tout soit prêt. Je reviens dans 1 heure. Ma voix sonnait fausse, même à mes propres oreilles. Elle a haussé les épaules. Comme tu voudras, je vais finir de faire les bagages en attendant. J'ai quitté l'appartement avec le sentiment que chaque pas m'éloignait de la vie que je connaissais et me rapprochait de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. L'état civil était à 20 minutes en voiture. 20 minutes pendant lesquelles mon esprit n'a cessé de ressasser les mêmes questions. Obsessionnelles. Que avait-il trouvé? Pourquoi tant de mystère? Pourquoi m'avait-il spécifiquement demandé de ne rien dire à Bérénice? Mais ce qui me terrifiait le plus n'était pas ce que j'allais découvrir. Ce qui me glaçait vraiment le sang, c'était un sentiment primitif et viscéral qui grandissait dans mon estomac à chaque kilomètre parcouru. Le sentiment que ma vie parfaite était sur le point de s'effondrer complètement. Je me suis garé devant le bâtiment de l'état civil, les mains moites sur le volant. C'était un bâtiment bureaucratique gris que j'avais visité il y a à peine 3 jours pour récupérer notre certificat de mariage. À ce moment-là, j'y étais entré comme l'homme le plus heureux du monde. Maintenant, j'y entrais comme quelqu'un marchant vers sa propre exécution. La réceptionniste m'a reconnu immédiatement. Monsieur Ramiro, Madame Esclavou. Attends. Bureau 212, au 2e étage. Son ton était différent. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose comme de la pitié. J'ai monté les escaliers en sentant que chaque pas pesait 1 tonne. Le couloir du 2e étage était vide, silencieux. Mes pas résonnaient contre les murs blancs d'une manière qui me rendait de plus en plus nerveux. J'ai frappé à la porte du bureau. 212, entrez. La voix était la même que lors de l'appel téléphonique. Estla était une femme d'environ 45 ans, portant des lunettes en écaille et arborant une expression sérieuse qui tentait de cacher un certain malaise. Elle m'a invité à m'asseoir devant son bureau. Sur la surface se trouvait un dossier chemise fermée, épais, trop épais pour n'être qu'une simple erreur administrative. Monsieur Ramiro, je vous remercie d'être venu si vite et d'avoir suivi mon instruction de venir seul. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait le dossier. Ce que je m'apprête à vous montrer est délicat, très délicat. S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Vous me mettez au bord de la crise cardiaque. Elle soupira profondément. Hier, après que votre femme et vous soyez partis avec votre certificat de mariage, l'une de nos jeunes fonctionnaires classait des documents et a remarqué quelque chose d'étrange. Quelque chose qui a attiré son attention car elle a une très bonne mémoire visuelle. Estla a sorti le premier document du dossier. Ceci est la copie de l'acte de naissance que Madame Bérénice a présenté pour la procédure de mariage. J'ai regardé le document. Tout semblait normal. Bérénice Sanchez Moral, née le 14 mars 1972 à Cordoba. Les mêmes données que je connaissais. Quel est le problème? Ai-je demandé, ne comprenant rien. Le problème, monsieur Ramiro. C'est ceci. Elle a sorti un autre document et l'a placé à côté du premier. Ceci est un autre acte de naissance que nous avons trouvé dans nos archives. Également au nom de Bérénice Sanchez Moral. Même date de naissance, même lieu. J'ai regardé les deux
Ils étaient identiques, ou presque. Je ne comprends pas. Regardez, les numéros d'enregistrement sont différents. Regardez-les. Signature des fonctionnaires qui les ont délivrés. Différentes également. Et maintenant, regardez ceci. Elle a posé un troisième document sur le bureau. C'est un troisième acte de naissance. Bérénice Sanchez Lopez. Cette fois, un nom. De jeunes filles différents pour la mère, mais la même personne, la même photo sur la pièce d'identité. Mon cerveau refusait de traiter ce que je voyais. Ça doit être une erreur du système, un doublon. Nous l'avons pensé aussi. Estla m'a regardé droit dans les yeux. C'est pourquoi nous avons enquêté. Davantage et trouvé quelque chose de pire. Elle a sorti plus de papier du dossier. Beaucoup plus. Monsieur Ramiro, votre femme a 3 mariages précédents enregistrés. 3. Aucun d'entre eux n'a été formellement dissous. Le monde s'est arrêté. Les mots flottaient dans l'air, mais je n'arrivais pas à leur donner un sens. C'est impossible. Bérénice m'a dit qu'elle avait été mariée une fois il y a 2 nombreuses années, qu'elle avait divorcé et que j'étais son deuxième mari. Selon nos registres, elle a épousé un monsieur Vargas en 2018, un monsieur Mendoza en 2020, et un monsieur Torres en 2022. Aucun de ces mariages ne comporte de traces de divorce ou d'annulation. Estla a fait une pause, et maintenant, 3 ans plus tard, elle vous a épousé. Je suis resté silencieux, incapable d'articuler un mot. Mes mains agrippaient l'accoudoir de la chaise si fort que mes jointures en étaient devenues blanches. Légalement parlant, monsieur Ramiro, votre mariage d'hier pourrait être nul. Techniquement, madame Bérénice a commis une bigamie, possiblement une triple bigamie. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Ma voix est sortie brisée, à peine un murmure. Estla a refermé le dossier lentement. Je ne sais pas, monsieur. Il n'est pas de mon ressort de déterminer les motivations. Je ne peux que vous informer des irrégularités que nous avons trouvées. Mais compte tenu de la gravité de la situation et du fait que vous pourriez vous trouver dans une situation à risque, j'ai décidé de vous appeler. Immédiatement. Un risque? Quel genre de risque? Monsieur Ramiro, lorsqu'il y a de multiples identités, de multiples mariages non dissous, des documents contradictoires, ce ne sont généralement pas des erreurs innocentes. Généralement, il y a un schéma, un but. Elle a fait une pause significative. Votre femme a-t-elle accès à vos comptes bancaires, à vos propriétés? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pas encore. Nous allions faire ces démarches après la lune de miel. Elle a dit qu'elle voulait que tout soit officiel d'abord, que nous devions attendre un peu pour tout unifier. Estla a hoché la tête lentement, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Monsieur, je vais être très honnête avec vous. Je travaille ici depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup de cas, et quand je vois ce type de schéma documentaire, cela finit généralement par une enquête policière. Êtes-vous en train de dire que ma femme est une criminelle? Je dis qu'il y a de graves irrégularités qui doivent faire l'objet d'une enquête. Et je dis que vous devriez être très prudent dans les prochains jours. Je ne vous ai pas dit de ne rien dire à votre femme parce que je voulais me mêler de votre mariage. Je vous l'ai dit parce que s'il y a vraiment quelque chose de louche derrière tout cela, vous avez besoin de temps pour vous protéger avant qu'elle ne réalise que vous savez. Je me suis levé. Mes jambes me portaient à peine. J'ai besoin de digérer tout ça. Bien sûr. Prenez cette copie des documents. Gardez-les dans un endroit sûr où elle ne les trouvera pas. Et monsieur Ramiro. Elle m'a regardé avec une inquiétude sincère, soyez très prudent. Si elle vous demande où vous étiez, inventez n'importe quoi, mais ne mentionnez pas cette conversation. Pas avant de savoir exactement avec qui vous êtes marié. J'ai quitté ce bureau comme un somnambule.
Les documents se trouvaient dans une enveloppe Kraft qui me brûlait les mains comme des charbons ardents. J'ai descendu les escaliers sans me souvenir de les avoir descendus. Je suis monté dans ma voiture sans savoir comment j'avais marché jusque-là. Je me suis assis sur le siège du conducteur et je suis resté là, le regard fixe, à respirer. 3 mariages précédents, de multiples identités, de faux documents. Les mots tourbillonnaient dans ma tête. Qui était vraiment Bérénice? La femme qui m'avait fait rire pendant 3 ans. Qui m'avait réconforté dans mes pires moments, qui m'avait fait croire à nouveau en l'amour. Tout n'avait été qu'un mensonge. Tout cela n'avait été qu'un rôle qu'elle jouait, et le pire de tout, la question qui me terrifiait plus que toute autre, que prévoyait-elle de faire de moi? J'ai sorti mon téléphone et regardé l'écran. J'avais 3 messages de Bérénice. Tu arrives bientôt? La crème solaire peut attendre, mon amour. Tu me manques. Dépêche-toi. Chaque message était accompagné d'émojis en forme de cœur. Les mêmes messages affectueux qu'elle m'envoyait depuis 3 ans. Ceux-là même qui me faisaient sourire comme un adolescent. Maintenant, ils me donnaient la nausée. Je devais rentrer à la maison. Je devais agir normalement. Je devais faire semblant que tout allait bien alors. Qu'à l'intérieur, je m'effondrais. Je devais la regarder dans les yeux et sourire, tout en portant le poids de savoir que ma femme était un mensonge absolu. J'ai démarré la voiture, les mains toujours tremblantes. Le trajet de retour a été le plus long de ma vie. Chaque feu rouge était une torture. Chaque minute qui passait était une minute de plus où je devais inventer un faux sourire, une voix calme, une normalité qui n'existait plus. Quand je suis arrivé à l'immeuble, je suis resté sur le parking. Pendant quelques minutes, respirant profondément, me préparant mentalement pour la performance de ma vie. J'ai caché l'enveloppe Kraft dans le compartiment secret sous le siège de la voiture. J'ai vérifié mon visage dans le rétroviseur. J'ai essayé d'effacer toute trace de panique de mon expression. Je suis monté dans l'ascenseur, en pratiquant mon sourire. J'ai ouvert la porte de l'appartement avec ma clé, essayant de ne pas laisser ma main trembler, et elle était là. Bérénice pliait du linge dans le salon avec cette tranquillité domestique que j'avais toujours trouvée si charmante. Elle a levé les yeux quand je suis entré et m'a offert ce sourire qui m'avait fait tomber amoureux. Enfin. Je pensais que tu t'étais perdu. Mais cette fois, pour la première fois en 3 ans, j'ai regardé ce sourire avec des yeux différents. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang car maintenant que je connaissais la vérité, je pouvais voir ce que j'avais ignoré auparavant. Ce sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il y avait quelque chose de calculé dans la façon dont elle penchait la tête. Quelque chose de répété dans le ton de sa voix. Depuis combien de temps jouait-elle la comédie? Depuis le premier jour dans la librairie. Tout cela avait-il fait partie d'un scénario? Oui. Il y avait une longue file d'attente à la pharmacie, ai-je menti avec une aisance qui m'a surpris. Mais tout est prêt pour demain. Elle s'est approchée et m'a pris dans ses bras. Je lui ai rendu son étreinte. Sentant son corps contre le mien, un corps que je croyais connaître, mais qui me semblait maintenant être celui d'une étrangère. Je t'aime, a-t-elle chuchoté à mon oreille. Et moi, le cœur brisé en 1000 morceaux, j'ai chuchoté en retour. Je t'aime aussi. Le plus grand mensonge que j'ai jamais raconté de ma vie. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. Nous avons dîné ensemble comme si de rien n'était. Bérénice a préparé des pâtes à la sauce tomate, mon plat préféré. Et a servi du vin rouge. Elle m'a dit à quel point elle était excitée par le voyage, par les endroits que nous allions visiter, par les photos que nous allions prendre. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai fait les commentaires appropriés. À l'extérieur, le mari heureux
À l'intérieur, un homme en train de se noyer. J'analysais le moindre de ses gestes avec une nouvelle perspective. Quand elle touchait mon bras en parlant, je me demandais si c'était de l'affection réelle. Ou une manipulation calculée. Quand elle riait de ce rire cristallin que j'avais tant aimé, je me demandais combien de fois elle avait utilisé ce même rire avec les autres, avec Vargas, avec Mendoza, avec Torres. Était-ce seulement leur vrai nom? Ou avaient-ils eux aussi été victimes de fausses identités? Tu vas bien, mon amour? Tu es très silencieux. M'a-t-elle demandé alors que nous débarrassions la table. Juste fatigué. Ces derniers jours ont été très intenses avec le mariage et tout le reste. Un autre mensonge sorti de ma bouche avec une fluidité terrifiante. Je sais. C'est pour ça que la lune de miel sera parfaite. 3 semaines rien que toi et moi. Pas de soucis, pas de stress. Elle m'a enlacé par derrière pendant que je faisais la vaisselle. J'ai hâte. 3 semaines. 3 semaines seul en Patagonie. Loin de tout et de tout le monde. L'idée qui, 2 jours plus tôt, me remplissait d'excitation, produisait maintenant une panique viscérale. Que se passerait-il pendant ces 3 semaines? Quel était son véritable plan? Cette nuit-là, allongé à côté d'elle dans le noir, j'ai entendu sa respiration devenir profonde et régulière. Elle dormait paisiblement, sans la moindre inquiétude. Moi, en revanche, j'avais les yeux fixés au plafond, regardant les ombres bouger à chaque voiture qui passait dans la rue. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un en qui j'avais confiance, de quelqu'un qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait vraiment. Et il n'y avait qu'une seule personne au monde en qui j'avais une confiance aveugle, Fernando. À 6 heures du matin, alors que Bérénice dormait encore, je me suis levé avec une extrême précaution. J'ai envoyé un SMS à Fernando. J'ai besoin de te voir de toute urgence. Café L'Esquina, 8 heures. S'il te plaît, ne pose pas de questions par message. Sa réponse est arrivée 5 minutes plus tard. J'y serai. J'ai laissé un mot pour Bérénice sur la table de chevet, parti courir. J'avais besoin de me vider la tête avant le voyage. Je reviens vite. Je t'aime. Chaque mot que j'écrivais était un poignard dans ma propre conscience. Fernando était déjà au café à mon arrivée. Mon ami depuis 30 ans, l'homme qui avait été à mes côtés dans mes pires moments, m'a regardé et a tout de suite su que quelque chose de terrible se passait. Je n'ai rien eu à dire. Mon visage disait tout. Ramiro, tu es pâle. Que s'est-il passé? Je me suis assis en face de lui et j'ai sorti l'enveloppe Kraft de sous ma veste. Je l'ai posée sur la table comme s'il s'agissait de la preuve d'un crime. Parce que c'en était peut-être un. Fernando, j'ai besoin que tu lises ça et que tu me dises si je deviens fou ou si ce que je pense a du sens. Il a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire les documents qu'Estla m'avait donnés. J'ai observé son visage changer au fur et à mesure qu'il tournait les pages. Surprise, confusion, incrédulité, et enfin, une inquiétude sincère. Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré, relisant les actes de naissance. Contradictoire. C'est réel. Je l'ai confirmé hier à l'état civil. Bérénice a de multiples identités et 3 mariages précédents qui n'ont jamais été dissous. Fernando a posé les papiers sur la table et s'est passé les mains sur le visage. En tant qu'avocat spécialisé en droit civil, il comprenait les implications légales mieux que quiconque. Ramiro, c'est très grave. Ce n'est pas une erreur bureaucratique. C'est une fraude systématique. Je sais, mais je ne comprends pas pourquoi. Qui gagne-t-elle? Pourquoi se marier plusieurs fois sous de fausses identités? Fernando m'a regardé avec ce sérieux qu'il n'utilisait que lorsque les choses allaient vraiment mal. Généralement,
Quand on voit ce genre de schéma, il y a deux motivations principales. Soit la personne fuit quelque chose, comme des day-to-day. Problème avec la justice, et a besoin de multiples identités pour se cacher. Soit il fit une pause. Elle est impliquée dans une sorte de fraude financière. Une fraude financière? Réfléchis. 3 mariages en 6 ans. Aucun n'est légalement dissous. Des identités différentes. Ramiro, qu'avez-vous en commun, toi et ces autres hommes? La question m'a frappé comme l'éclair. Je ne sais pas. Je n'ai jamais rencontré ces personnes. Mais je peux enquêter. Donne-moi les noms qui apparaissent sur ces documents. Vargas, Mendoza. Torres. Je vais chercher des informations sur eux. Fernando a sorti son ordinateur portable de son sac à dos et a commencé à taper. En attendant. Dis-moi, Bérénice a-t-elle accès à ton argent, à tes propriétés? Non, nous devions faire toutes ces démarches après la lune de miel. Dieu merci. Fernando continuait à taper sur son ordinateur. Et ton appartement est à ton? Non. Oui, entièrement. Il est à moi depuis avant que je ne la rencontre. As-tu des économies? Des investissements? J'ai environ $10 000 à la banque. Les économies de toute ma vie, et un fonds de retraite de $80 000. Supplémentaires. Soudain, le fait de parler de mon argent à voix haute m'a fait me sentir vulnérable d'une manière que je n'avais jamais connue. Fernando a arrêté de taper et m'a regardé fixement. Ramiro, écoute-moi très attentivement. Ne fais aucun mouvement financier avec elle. Aucun. Ne signe rien. N'ajoute aucun nom à aucun compte. Ne fais pas de virement. Rien. Tu m'as compris? Mais elle va se douter de quelque chose si je refuse. Nous parlons d'unifier nos comptes depuis des mois. Trouve des excuses. Dis que tu veux attendre. Dis que ton comptable a recommandé de ne faire aucun changement avant la déclaration d'impôt. Dis n'importe quoi, mais ne lui donne pas accès à ton argent tant que nous ne savons pas ce qui se passe vraiment. À ce moment-là, l'ordinateur portable de Fernando a émis un son. Il avait trouvé quelque chose. Son expression s'est assombrie en lisant l'écran. Quoi? Que as-tu trouvé? J'ai trouvé Roberto Vargas, le premier nom sur la liste des mariages. Fernando a tourné l'écran pour que je puisse voir. C'était un article de journal. D'il y a 4 ans. Un homme de 53 ans signale une usurpation d'identité et une fraude bancaire après une séparation conjugale. A perdu environ $100 000. Dans des virements non autorisés. Mon estomac s'est noué. Continua. Chercher. Fernando a tapé plus vite. Voici le deuxième. Javier Mendoza. 1. Autre article de presse. Il y a 2 ans. Un homme d'affaires dénonce une escroquerie au mariage. 49 ans, a perdu son entreprise familiale et ses économies, soit environ $150 000. Après la disparition de sa femme lors d'un prétendu voyage d'affaires. Oh! Mon Dieu! Attends, il y a plus. Fernando a continué à chercher, ses doigts volants sur le clavier. Voici Rodrigo Torres, il y a à peine 18 mois. Ingénieur de 55 ans, signale une fraude, compte vidé pendant sa lune de miel, $200 000. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Les chiffres tourbillonnaient dans ma tête. 100 000. 150 000. 200 000. Et j'avais $200 000 au total entre les économies et les investissements. Ramiro. La voix de Fernando était grave. Presque un murmure. Ce sont tous des hommes entre 45 et 57 ans. Tous divorcés ou veufs. Tous avec des économies importantes. Tous ont signalé que leurs femmes ont disparu pendant
Immédiatement après la lune de miel. Et nous? Nous partons demain pour notre lune de miel en Patagonie. Ma voix semblait creuse, distante, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Fernando a lentement fermé l'ordinateur portable. Ramiro, ta femme est une arnaqueuse professionnelle. Elle a fait ça au moins 3 fois que nous sachions, probablement plus, et tu es sa prochaine cible. Le café continuait de fonctionner autour de nous, des gens commandaient des cafés, parlaient, riaient, la vie normale, tandis que mon monde se désintégrait complètement. Qu'est-ce que je dois faire? Ai-je demandé, la voix brisée. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Fernando a tendu la main et m'a serré l'épaule. D'abord, respire. Ensuite, pas de panique. Et troisièmement, nous allons bien faire les choses. Nous allons enquêter davantage. Nous allons rassembler des preuves. Et nous allons nous assurer qu'elle ne puisse pas te faire ce qu'elle a fait aux autres. Mais elle est chez moi en ce moment même. Elle prépare nos valises pour un voyage qu'elle comptait utiliser pour tout me voler. Je sais. C'est pourquoi tu dois être le meilleur acteur de ta vie. Tu dois rentrer chez toi. Lui sourire, agir tout à fait normalement, et me donner le temps d'enquêter davantage. Je dois trouver ces hommes, leur parler, comprendre exactement comment elle a fait. J'ai besoin que tu me donnes 48 heures. Nous n'avons pas 48 heures. Le vol part demain après-midi. Tu vas devoir annuler ce vol. Comment? Avec quelle excuse? Fernando réfléchit un instant. Des problèmes de santé, une urgence familiale. Elle saura que tu mens, probablement, mais il vaut mieux qu'elle se doute de quelque chose plutôt que tu ne montes dans un avion avec elle sans savoir exactement quel est son plan. Fernando a sorti son téléphone. Je vais passer quelques coups de fil. J'ai des contacts qui peuvent m'aider. En attendant, tu rentres chez toi, tu agis normalement, et tu trouves une raison crédible pour reporter le voyage. Je me suis levé, les jambes tremblantes. Fernando, merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est à ça que servent les amis, Ramiro. Maintenant, vas-y et souviens-toi, ne donne aucun signe que tu sais quoi que ce soit. Ta vie pourrait en dépendre. J'ai quitté le café pour me retrouver sous un soleil éclatant qui contrastait brutalement avec l'obscurité que je ressentais à l'intérieur. Je devais rentrer à la maison. Je devais regarder dans les yeux la femme que j'avais juré d'aimer jusqu'à la mort. Et je devais faire semblant de ne pas savoir que tout n'avait été qu'un mensonge depuis le début. Quand je suis arrivé à l'appartement, Bérénice était assise sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert. Elle a levé les yeux et m'a souri. Comment s'est passée ta course? Bien. J'avais besoin de me vider la tête. J'ai enlevé ma veste, en essayant de ne pas laisser mes mains trembler. Je t'ai préparé du café. Elle a pointé une tasse fumante sur la table, juste comme tu l'aimes. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai pris la tasse. Le café avait un goût normal, mais ma paranoïa était telle que, pendant une seconde, je me suis demandé s'il pouvait être drogué. L'idée était ridicule. Mais elle s'était tout de même plantée dans mon cerveau comme une graine. Empoisonnée. Je vérifiais juste l'itinéraire, a-t-elle dit en pointant l'écran. Nous partons demain à 16 heures. Nous arriverons à Bariloche Lodge vers 19 heures. Nous avons déjà réservé le pick-up pour aller au chalet. J'observais son visage pendant qu'elle parlait. J'étudiais chaque micro-expression, chaque mouvement de ses yeux. Comment avait-elle fait? Comment avait-elle réussi à me tromper si complètement? Pendant 3 ans? Bérénice, je dois te dire quelque chose. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Elle a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé attentivement. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce matin, pendant que je courais, j'ai reçu un appel de mon patron. Le mensonge coulait
Avec une facilité surprenante. Il y a un gros problème avec le projet sur lequel j'ai travaillé. Un client très important menace d'annuler le contrat. Ils ont besoin que j'aille au bureau demain pour une réunion d'urgence. Son expression a changé subtilement. Ce n'était que pour une seconde, mais je l'ai vu. Un éclair de quelque chose dans ses yeux. De la colère, de la frustration. De l'inquiétude. Demain? Le jour de notre vol? Je sais, mon amour. Je sais. Je suis furieux. Je leur ai dit que c'était ma lune de miel, que je ne pouvais pas, mais ils m'ont dit que si je n'y vais pas, je perdrais probablement mon emploi. J'ai pris sa main, m'efforçant de maintenir le contact visuel. Je pensais que nous pourrions peut-être reporter le voyage de quelques jours, juste le temps que je règle ça. Ramiro, les billets ne sont pas remboursables et le chalet est déjà payé. Je sais, mais je pourrais perdre mon travail et nous avons besoin de ce revenu, surtout maintenant que nous sommes mariés et que nous planifions notre avenir ensemble. J'ai serré sa main. Ce n'est que l'affaire de quelques jours. Une semaine tout au plus. Bérénice a lentement retiré sa main. Elle s'est levée et a marché vers la fenêtre. Je pouvais voir la tension dans ses épaules. Nous planifions ce voyage depuis 3 ans. Et nous le ferons. Je te le promets. J'ai juste besoin de régler ce problème de travail d'abord. Elle s'est retournée et m'a regardé. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. Quelque chose de plus froid. Tu es sûr que ce n'est que ça? Comment ça? Je ne sais pas, Ramiro. Tu te comportes bizarrement depuis hier. Tu es distant. Et maintenant, juste là. Veille de notre voyage, une urgence au travail apparaît opportunément. Mon cœur battait si vite que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. Ce n'est pas opportun. C'est un cauchemar, mais c'est réel. Je peux te montrer les emails si tu veux. Ce n'est pas la peine. Sa voix était plate, sans émotion. Si tu as besoin de reporter le voyage, nous le reporterons. Merci de comprendre, mon amour. Je suis allé l'enlacer, mais elle s'est doucement éloignée. Je vais prendre une douche. Elle a quitté le salon sans me regarder. J'ai entendu la porte de la salle de bain se fermer et l'eau commençait à couler. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et envoyé un message à Fernando. Je lui ai dit que je devais reporter le voyage. Ça ne lui a pas plu du tout. Je pense qu'elle se doute de quelque chose. La réponse est arrivée 30 secondes plus tard. Il est normal qu'elle ait des soupçons. Tu as contrecarré son plan. Garde la calme. Je m'occupe de contacter les victimes précédentes. J'ai besoin que tu vérifies ce soir si elle a des documents cachés dans l'appartement. N'importe quoi qui semble important. Comment suis-je censé faire ça sans qu'elle s'en aperçoive? Attends qu'elle soit endormie. Et Ramiro, sois très prudent. Si elle est vraiment celle que nous pensons, elle pourrait être dangereuse lorsqu'elle se sent acculée. J'ai supprimé les messages juste au moment où j'ai entendu l'eau s'arrêter de couler. Bérénice est sortie de la salle de bain enveloppée dans une serviette, les cheveux dégoulinants. Elle est passée devant moi sans un mot et est allée dans la chambre, fermant la porte derrière elle. Le reste de la journée a été tendu et silencieux. Elle faisait semblant d'être occupée sur son téléphone. Je faisais semblant de travailler sur mon ordinateur portable. 2 acteurs sur une scène, chacun jouant un rôle, chacun sachant que l'autre mentait, mais aucun n'étant encore prêt à rompre la mascarade. À l'heure du dîner, j'ai commandé des plats chinois. Nous avons mangé en silence. Devant la télévision, regardant un film que ni l'un ni l'autre ne regardions. Vraiment. Chaque minute ressemblait à 1 heure. Je vais me coucher tôt. A-t-elle annoncé à 21 heures. J'ai mal à la tête.
Tu veux que je t'apporte quelque chose? Un analgésique? Non, j'ai juste besoin de dormir. Elle s'est mise au lit et a éteint sa lumière. Je suis resté dans le salon, à attendre, à écouter. À 23 heures, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre. Sa respiration était profonde et régulière. Elle dormait, ou du moins en avait l'air. Le cœur battant à tout rompre, j'ai commencé mes recherches. J'ai commencé par son sac à main, le grand sac en cuir qu'elle portait toujours. À l'intérieur, il y avait son portefeuille habituel, son maquillage, ses clés. Mais dans un compartiment intérieur, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang, une clé USB. Je l'ai prise avec des mains tremblantes et je suis allé silencieusement dans le salon. J'ai fermé la porte, allumé mon ordinateur portable et branché la clé. Elle contenait un seul dossier. Je l'ai ouvert. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Des documents. Des dizaines de documents. Numérisés, des actes de naissance avec des noms différents, des passeports avec sa photo mais des identités différentes, et le pire de tout, des fichiers Excel. Avec des noms, des dates, des sommes d'argent. Une liste méticuleuse de cibles. Vargas, 100 000 $, terminé. Mendoza, 150 000 $, terminé. Torres, 200 000 $, terminé. Et à la fin de la liste, mon nom, Ramiro, 200 000 $, estimé, en cours. À côté de mon nom, il y avait des notes. Veuf, vulnérable émotionnellement, propriétaire d'un appartement, bonnes économies, fonds de retraite considérable. Niveau 2. Méfiance faible, niveau de méfiance faible. Je me suis levé de ma chaise, ayant l'impression que j'allais vomir. C'était réel. Tout était réel. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas un malentendu. Bérénice était exactement ce que Fernando avait dit, une arnaqueuse professionnelle, et j'étais son projet actuel. Un autre fichier a attiré mon attention. Il s'appelait Plan B, Ramiro. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. C'était un document détaillé, étape par étape. Comment elle obtiendrait l'accès à mes comptes pendant la lune de miel? Comment elle falsifierait ma signature? Comment elle transférerait l'argent vers des comptes offshore? Et à la fin, une note qui m'a laissé paralysé, s'il a des soupçons avant le voyage, activez le protocole d'urgence. Un protocole d'urgence? Qu'est-ce que cela voulait dire? J'ai copié tous les fichiers sur mon propre ordinateur, j'ai remis la clé USB exactement là où je l'avais trouvée, et je me suis assis dans le salon plongé dans l'obscurité. Tremblant. La femme qui dormait dans mon lit n'était pas ma femme. C'était un prédateur, et j'étais sa proie depuis le premier jour dans cette librairie. Tout avait été un mensonge. Chaque sourire, chaque « je t'aime », chaque moment de tendresse, tout était calculé, planifié, exécuté avec une précision chirurgicale. Et maintenant que j'avais perturbé son calendrier en reportant le voyage, je n'avais aucune idée de ce qu'elle ferait ensuite. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté sur le canapé du salon, les yeux ouverts dans le noir, à écouter chaque bruit dans l'appartement. Chaque craquement du bois me mettait en alerte. Chaque mouvement dans la chambre me faisait retenir mon souffle. Mon téléphone était dans ma main, prêt à composer les urgences si nécessaire. À 6 heures du matin, j'ai entendu Bérénice se lever. Je l'ai entendu aller dans la salle de bain, puis dans la cuisine. L'odeur du café a rempli l'appartement. 15 minutes plus tard, elle est apparue à l'entrée du salon. Tu as dormi ici. Sa voix semblait neutre, mais il y avait quelque chose de calculateur dans la façon dont elle me regardait. Oui. Je ne voulais pas te réveiller en me tournant et me retournant. Je suis très stressé par le travail. Je vois. Elle est restée là à m'étudier. Je t'ai fait du café.
Merci. Je me suis levé et je l'ai suivi dans la cuisine, chaque muscle de mon corps étant tendu. Nous avons pris le petit déjeuner en silence. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Je faisais semblant de lire les nouvelles sur le mien alors qu'en réalité, j'écrivais à Fernando sous la table. J'ai trouvé des fichiers. C'est pire que ce qu'on pensait. Elle a tout documenté, y compris moi. La réponse de Fernando est arrivée rapidement. Peux-tu m'envoyer des copies? Et Ramiro sort de là. Trouve une excuse et quitte l'appartement. Nous devons parler en personne. Bérénice, je dois aller au bureau un moment, ai-je dit en posant ma tasse de café. Tu sais, pour cette réunion dont je t'ai parlé. Un samedi. Elle a levé les yeux de son téléphone. Oui, c'est urgent. Je serai de retour dans quelques heures. D'accord. Elle s'est replongée dans son téléphone. Je vais en profiter pour sortir moi aussi. J'ai besoin de faire des courses. Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit m'a donné la chair de poule. Quel genre de courses? Rien d'important. Des affaires personnelles. Elle ne m'a pas regardé quand elle a répondu. 30 minutes plus tard, nous avons tous les deux quitté l'appartement. Je suis allé vers ma voiture. Elle s'est dirigée vers l'avenue principale. Je l'ai regardée s'éloigner dans le rétroviseur, m'assurant qu'elle était vraiment partie avant de démarrer. J'ai retrouvé Fernando à son bureau. Il avait annulé tout son week-end pour m'aider. Quand je suis entré, il n'était pas seul. Il y avait une autre personne avec lui, un homme dans la cinquantaine, avec un regard fatigué et des yeux que j'ai immédiatement reconnus d'après les photos que j'avais vues sur Internet. Ramiro, je te présente Javier Mendoza, le deuxième nom sur la liste de Bérénice, l'une de ses victimes précédentes. Nous nous sommes serrés la main. Et je me suis assis en face de lui. Fernando a servi du café pour nous trois. Je lui ai parlé de ta situation, a dit Fernando, et il a accepté de venir te parler. Javier m'a regardé avec un mélange de compassion et de quelque chose qui ressemblait à de la honte. Quand Fernando m'a appelé hier et a décrit votre femme, j'ai tout de suite su qui elle était. Même si, quand je l'ai rencontrée, elle s'appelait Béatrice. Béatrice Sanchez. Béatrice. Le nom m'a frappé. Une autre identité. Oui. Nous nous sommes rencontrés dans une galerie d'art il y a 3 ans. Elle semblait être une femme sophistiquée, cultivée, intéressante. J'en suis tombé amoureux comme un idiot. Sa voix était teintée d'amertume. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Elle a insisté pour une lune de miel en Europe, Paris, Rome, Barcelone. Un mois entier. Et que s'est-il passé? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Lors de la 2e semaine du voyage, je suis tombé malade. Une grave intoxication alimentaire. J'ai été à l'hôpital de Rome pendant 3 jours, presque délirant à cause de la fièvre. Elle était si attentionnée, si inquiète. Elle est restée avec moi tout le temps pour s'occuper de moi. Javier a fermé les yeux. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que j'étais inconscient, elle avait utilisé mon téléphone pour accéder à mes comptes bancaires. Elle avait tous mes mots de passe-passe que je les lui avais donnés en toute confiance des mois auparavant. Elle disait qu'il était important qu'elle puisse m'aider s'il m'arrivait quoi que ce soit. Oh mon Dieu! Quand je suis sorti de l'hôpital, 150 000 $ avaient disparu, transférés sur des comptes dans des paradis fiscaux, et Béatrice avait disparu aussi. Elle a laissé un mot à l'hôtel disant qu'elle avait eu une urgence familiale et qu'elle reviendrait bientôt. Elle n'est jamais revenue. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Avez-vous signalé cela à la police? Bien sûr, mais ça n'a servi à rien. Elle avait utilisé de fausses identités. Le passeport avec lequel elle voyageait était faux.
L'adresse qu'elle m'avait donnée était fausse. Tout était faux. Les enquêteurs m'ont dit qu'ils ne la trouveraient probablement jamais, et ils avaient raison. Jusqu'à maintenant. Fernando est intervenu. J'ai aussi parlé avec Roberto Vargas ce matin. C'est exactement le même schéma. Il est tombé malade pendant la lune de miel. Elle s'est occupée de lui. Et, pendant ce temps, elle a vidé ses comptes. Et il y a autre chose qu'ils ont tous les deux mentionné. Quoi? Ils ont tous les deux dit que juste avant le voyage, il s'est passé quelque chose qui a failli l'annuler. Un problème de dernière minute. Vargas a eu une prétendue urgence au travail. Mendoza a eu un problème familial inventé, mais dans les deux cas, elle a beaucoup insisté pour que le voyage ne soit pas reporté. Elle a tout fait pour maintenir le plan initial. Mon estomac s'est noué. J'ai reporté notre voyage hier. Exactement. Et ça change tout son plan. C'est pourquoi c'est dangereux. Elle ne sait pas quoi faire quand sa victime s'écarte du scénario. Fernando m'a regardé sérieusement. Ramiro, où est Bérénice maintenant? Elle a dit qu'elle sortait faire des courses. Et tu la crois? La question flottait dans l'air. Non, je ne la croyais pas. Je ne croyais plus rien de ce qu'elle disait. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de sécurité de notre immeuble. Nous avions des caméras dans le hall et dans le parking. J'ai vérifié les enregistrements de la matinée. Bérénice quittait l'immeuble à 8h30, mais elle ne marchait pas vers les magasins. Elle se dirigeait directement vers le parking souterrain. Je l'ai vue monter dans sa voiture, et ce qu'elle portait dans ses mains m'a glacé le sang. Des valises. 2 grandes valises. Fernando. Ma voix est sortie comme un murmure. Elle s'enfuit. Elle part en ce moment. Même. Fernando a bondi sur ses pieds. As-tu accès à tes comptes depuis ton téléphone? J'ai ouvert l'application bancaire avec des mains tremblantes. Je suis allé sur mon compte d'épargne. Le solde qui aurait dû afficher $10 000. Afficher quelque chose de complètement différent. $500. Non, non, non. J'ai vérifié mon compte d'investissement. Presque vide lui aussi. $80 000. Envolé. Comment? Comment a-t-elle pu accéder à mes comptes? Je ne lui ai jamais donné les mots de passe. Ravière a parlé à voix basse. Elle n'en avait pas besoin. Si elle a vos données personnelles, numéro de sécurité sociale. Date de naissance, réponse aux questions de sécurité. 3 ans de vie commune. C'est plus qu'assez pour avoir toutes ces informations. Elle a probablement appelé la banque en se faisant passer pour vous ou a utilisé l'ingénierie sociale pour réinitialiser les mots de passe. $200 000. Les économies de toute ma vie disparues. Fernando était déjà en train de composer un numéro sur son téléphone. Je dois signaler une fraude bancaire. C'est urgent, et j'ai aussi besoin d'être mis en relation avec la police. Je suis resté là, le regard fixé sur l'écran de mon téléphone, regardant toute ma vie s'effondrer en chiffres rouges. Bérénice ne m'avait pas seulement volé mon argent, elle m'avait volé 3 ans de ma vie. Elle avait volé ma capacité à faire confiance. Elle avait transformé chaque moment de bonheur dont je me souvenais en un mensonge. Et maintenant elle fuyait, probablement en route vers sa prochaine victime, son prochain faux nom. Sa prochaine imposture parfaite. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, elle ne s'en tirerait pas à bon compte. Le bureau de Fernando est devenu un centre de commandement. Il parlait à la banque sur une ligne, à la police sur une autre. Javier Mendoza appelait Roberto Vargas pour obtenir son témoignage également. Et moi j'étais là, paralysé, regardant tout se dérouler. Comme un film dans lequel j'étais le personnage principal mais où je ne contrôlais rien.
La banque dit que les virements ont été effectués ce matin entre 3h et 5h, a rapporté Fernando après avoir raccroché. Pendant que tu dormais sur le canapé. Ils ont utilisé tes informations personnelles pour accéder au compte en ligne. Les virements ont été faits vers 3 comptes différents aux îles Caïmans. L'argent peut-il être récupéré? La banque a commencé la procédure de blocage, mais c'est compliqué quand il s'agit de comptes offshore. Nous devons agir vite. Fernando a mis une main sur mon épaule. La police est en route. Ils ont besoin de ta déclaration et de toutes les preuves que nous avons. Elle doit être loin maintenant. Ma voix sonnait creux. Probablement dans un avion pour on ne sait où. Peut-être pas. Javier s'est approché avec son téléphone à la main. Je viens de parler avec Vargas. Il m'a dit quelque chose que j'avais oublié. Quand Béatrice, ou Bérénice, ou quel que soit son vrai nom, a disparu après l'avoir volé, il a engagé un détective privé. Le gars n'a pas pu la trouver, mais il a découvert un schéma dans ses déplacements. Quel schéma? Elle ne s'enfuit jamais. Immédiatement après le vol. Elle reste toujours dans la même ville pendant quelques jours, se déplaçant entre des hôtels bon marché, changeant d'apparence. Elle attend que les choses se calment un peu avant de disparaître. C'est temps. Fait plus sûr que de fuir immédiatement et d'attirer l'attention. Le moral de Fernando est remonté. Ça veut dire qu'elle est toujours en ville, probablement. Dans un hôtel du centre-ville où on peut payer en espèces et où on ne pose pas beaucoup de questions. À ce moment-là, la police est arrivée. 2 inspecteurs, un homme plus âgé nommé Enrique et une jeune femme qui s'est présentée comme l'inspectrice Sonia, ont écouté toute mon histoire tout en prenant des notes. Je leur ai montré les fichiers que j'avais copiés depuis la clé USB de Bérénice. Je leur ai montré les documents de l'état civil. Je leur ai donné les noms de Javier et Roberto en tant que victimes précédentes de la même fraude. Monsieur Ramiro, c'est un cas de fraude systématique et organisée, a déclaré l'inspectrice Sonia après avoir examiné toutes les preuves. Ce n'est pas la première fois que nous voyons quelque chose comme ça, mais cette femme semble particulièrement sophistiquée dans son mode opératoire. Nous allons émettre un mandat d'arrêt immédiatement. Et mon argent? Y a-t-il une chance de le récupérer? Nous allons travailler avec la banque et Interpol pour retracer les virements. Je ne vais pas vous mentir. C'est difficile quand il s'agit de paradis fiscaux, mais ce n'est pas impossible. L'inspectrice m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Monsieur, je sais que c'est dévastateur, mais vous avez bien fait de le signaler rapidement. Beaucoup de victimes de ce type de fraude ne portent jamais plainte par honte. De la honte. Oui, c'était exactement ce que je ressentais. Honte d'avoir été si aveugle, si stupide, si facile à tromper. L'inspecteur Enrique est intervenu. Nous avons besoin que vous nous donniez accès à votre appartement. Il est possible qu'elle ait laissé des preuves qui nous aideront à la localiser. Bien sûr, vous avez ma permission absolue. 1 heure plus tard, nous étions tous dans mon appartement. Ma maison, qui 3 jours plus tôt avait été le théâtre de la célébration de mon mariage, était maintenant fouillée par la police comme une scène de crime. Les inspecteurs ont tout photographié. Ils ont vérifié chaque tiroir, chaque placard, et ils ont trouvé des choses que je n'avais jamais vues. Au fond du placard, caché derrière des boîtes, se trouvait une petite valise que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvaient 3 passeports différents avec la photo de Bérénice, mais des noms différents, des perruques, des lentilles de contact de couleur, des vêtements que je ne l'avais jamais vu porter. Monsieur Ramiro, avez-vous déjà vu ces choses? A demandé Sonia. Jamais. Je ne savais même pas que cette valise existait. Ils ont également trouvé des documents, des copies de mes relevés bancaires que je ne me souvenais pas avoir imprimés, des informations sur mon fonds de retraite, des documents concernant
La valeur de mon appartement. Elle enquêtait méticuleusement sur vous, a fait remarquer Fernando. C'est un travail de professionnel. L'inspecteur Enrique vérifiait la salle de bain quand il a appelé sa partenaire. Sonia, viens voir ça. Ils avaient trouvé quelque chose dans une armoire à pharmacie, caché derrière des flacons de médicaments. C'était un petit flacon en verre sans étiquette contenant un liquide transparent. Nous allons devoir analyser ça, a déclaré Sonia en le plaçant soigneusement dans un sac à preuve. Ce n'est peut-être rien, ou cela pourrait expliquer les empoisonnements dont les autres victimes ont souffert pendant leur lune de miel. L'idée m'a retourné l'estomac. Bérénice avait prévu de me rendre malade, de me droguer pendant notre voyage pour pouvoir vider mes comptes pendant que j'étais hors d'état de nuire. Monsieur Ramiro, nous allons avoir besoin que vous restiez disponible, a déclaré Enrique. Il est probable que nous la trouvions dans les prochaines heures et nous aurons besoin de vous pour identifier certains objets ou documents. Je ferai tout ce qu'il faudra. Après le départ de la police, je suis resté à l'appartement avec Fernando. L'endroit me semblait contaminé. Maintenant, chaque objet me rappelait Bérénice. La tasse de café qu'elle avait utilisée ce matin-là était toujours dans l'évier, sa brosse à dents dans la salle de bain, son parfum sur la commode. Tu ne peux pas rester ici ce soir, a dit Fernando. Viens chez moi. Ma femme prépare déjà la chambre d'amis. Je ne peux pas fuir ma propre maison. Tu ne fuis pas. Tu prends du recul par rapport à un endroit qui est maintenant rempli de souvenirs toxiques. Demain, tout te semblera différent. J'ai préparé un petit sac avec des vêtements pour quelques jours. Au moment où je partais, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité, mais j'ai répondu, Ramiro. C'était la voix de Bérénice, mais elle sonnait différemment, plus dure, sans cette fausse chaleur qu'elle avait toujours utilisée avec moi. Où es-tu, ai-je réussi à dire. Ça n'a pas d'importance. J'appelais juste pour te dire de ne pas te donner la peine de me chercher. Le temps que la police fasse quoi que ce soit, je serais parti depuis longtemps. Pourquoi, Bérénice? Pourquoi m'as-tu fait ça? Il y a eu une pause, puis un rire froid. Parce que je le pouvais. Parce que tu es comme tous les autres hommes seuls avec de l'argent qui pensent qu'une femme plus jeune pourrait vraiment les aimer. C'était presque trop facile avec toi, Ramiro. Tellement désespéré de trouver l'amour que tu n'as pas vu l'évidence. Ces mots étaient des poignards, mais quelque chose s'est endurci en moi. Tu as fait une erreur cette fois. Les autres victimes n'ont pas tout signalé. Moi oui. Et la police a déjà des preuves de tout. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. On verra. Et elle a raccroché. Je suis resté là à fixer le téléphone, tremblant de rage et de douleur. Fernando m'a mis la main sur l'épaule. La police peut retracer cet appel. Allons-y, nous avons quitté l'appartement vers un avenir incertain. Mais pour la première fois depuis que j'avais reçu cet appel de l'état civil, j'ai ressenti autre chose que de la douleur et de la confusion. J'ai ressenti de la détermination. Bérénice allait payer pour ce qu'elle avait fait. J'ai passé la nuit chez Fernando, incapable de dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage, son sourire mensonger, chaque moment dont je savais maintenant qu'il n'avait été que de la pure comédie. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des appels de ma famille me posant des questions sur la lune de miel, des messages d'amis m'envoyant leurs félicitations. Chaque notification était un rappel de l'humiliation que j'allais devoir affronter quand tout le monde connaîtrait la vérité. À 7 heures du matin, j'ai reçu un appel de l'inspectrice Sonia. Monsieur Ramiro, nous avons besoin que vous veniez au poste. Nous avons des nouvelles. Fernando m'y a conduit. En chemin, mon esprit n'arrêtait pas de s'emballer. L'avait-il trouvé? Avait-elle fui le pays?
Récupérerai-je un jour mon argent? Au poste, Sonia et Enrique nous attendaient dans une salle d'interrogatoire. Sur la table se trouvaient des photographies, des documents et un ordinateur portable ouvert. Nous avons retracé l'appel que vous avez reçu hier soir, a commencé Sonia. Il provenait d'un hôtel du centre-ville. L'hôtel Saint-Martin. Nous avons envoyé une unité, mais au moment où ils sont arrivés, elle était déjà partie. Cependant, elle a quitté la chambre précipitamment et a laissé quelque chose d'important derrière elle. Enrique a tourné l'ordinateur portable vers moi. Sur l'écran se trouvaient des images de caméras de sécurité. Nous avons reconnu cet endroit, la gare routière. Sur la vidéo, on pouvait voir une femme avec une perruque blonde courte et des lunettes noires, mais je l'ai reconnue immédiatement. C'était Bérénice. Elle ne portait qu'un sac à dos et achetait un billet au guichet. Où va-t-elle? À Buenos Aires. Le bus est parti hier soir à 23 h. Il arrive cet après-midi à 16 h. Sonia m'a regardé intensément. Mais voici la partie intéressante. Nous avons contacté nos collègues à Buenos Aires et vérifié les réservations de vols internationaux. Il y a une Béatrice Sanchez Moreno avec un billet pour Madrid demain matin. Donc, elle est toujours en transit. Ils peuvent encore l'attraper. Exactement. La police de Buenos Aires l'attendra au terminal à son arrivée. Nous avons un mandat d'arrêt international. Enrique s'est penché en avant, mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de preuves solides qui relient toutes ces identités, toutes ces fraudes, et vous pouvez nous aider avec ça. Comment? Sonia a placé les fichiers que j'avais trouvés sur la clé USB 2. Bérénice sur la table. Ces documents que vous avez copiés sont cruciaux, mais nous avons besoin d'accéder au compte où elle a transféré l'argent. Nous devons tracer chaque centime pour pouvoir présenter un dossier solide au procureur. Je ferai tout ce qu'il faudra. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai travaillé avec les inspecteurs et des experts en criminalité financière. Nous avons examiné chaque transaction, chaque virement. Les techniciens ont réussi à tracer l'argent à travers 3 comptes intermédiaires aux îles Caïmans jusqu'à un compte principal en Suisse. Elle fait ça depuis des années, a déclaré l'un des techniciens financiers. Nous avons trouvé au moins 7 autres victimes en plus de Vargas, Mendoza, Torres et vous. Toujours le même profil, des hommes mûrs, divorcés ou veufs. Avec des économies importantes. Le total volé dépasse 1 200 000 $. 11 vies brisées, les économies de toute une vie évaporées, la confiance trahie, et je n'étais qu'un nom de plus sur sa liste de victimes. Il y a autre chose que vous devez savoir, a ajouté Sonia. Nous avons analysé le liquide que nous avons trouvé dans votre appartement. C'est du rohypnol dissous dans de l'eau, un médicament qui provoque une sédation profonde et une perte de mémoire à court terme. À forte dose, il peut imiter les symptômes d'une grave intoxication alimentaire. Elle allait me droguer. Pendant la lune de miel. Il semble que oui. C'est exactement ce qu'elle a fait avec les autres victimes. Elle les a droguées, a attendu qu'elles soient incapables de réagir, puis a vidé leur compte en utilisant des informations qu'elle avait collectées pendant des mois. Fernando a serré mon épaule. Il savait ce que je pensais. Si je n'avais pas reçu cet appel de l'état civil, si je n'avais pas découvert la vérité à temps, en ce moment même, je serais dans un chalet en Patagonie, inconscient, pendant que Bérénice disparaîtrait avec chaque centime que je possédais. Monsieur Ramiro, a dit Enrique, dans 2 heures, nous recevrons la confirmation de son arrestation à Buenos Aires. Voulez-vous rester ici pour le savoir? Oui, j'ai besoin de savoir qu'ils l'ont attrapé. Ces 2 heures ont été les plus longues de ma vie. Fernando a commandé des cafés. Je ne pouvais rien boire. Mon estomac était noué. Je faisais les 100 pas dans la pièce, vérifiant
Mon téléphone toutes les 30 secondes comme si cela allait faire passer le temps. Plus vite. Enfin, à 16h20, le téléphone de Sonia a sonné. Elle a répondu et son expression s'est illuminée. Je comprends. Excellent. Tenez-nous informés. Elle a raccroché et m'a regardé avec un sourire. Ils l'ont eu. Ils l'ont arrêtée. Quand elle est descendue du bus au terminal de Buenos Aires, elle a essayé de s'enfuir mais ils l'ont arrêtée. Elle est en garde à vue. À ce moment-là, j'ai senti mes genoux céder. Fernando m'a rattrapé avant que je ne tombe. Respire, Ramiro. Respire. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je réussi à demander? Maintenant, la procédure judiciaire commence. Ils vont l'extrader ici. Elle fera face à des accusations de fraude, de falsification de documents, de bigamie et de tentative d'empoisonnement. Avec les preuves que nous avons et les témoignages de toutes les victimes, elle passera des années en prison. Sonia a fait une pause et a demandé, et pour l'argent? La banque a déjà entamé les procédures de recouvrement. Je ne peux pas promettre que vous récupérerez tout, mais il y a de bonnes chances que vous récupériez au moins une partie significative. Je m'en fiche de l'argent, ai-je dit, et j'ai été surpris de réaliser que c'était vrai. Je veux juste qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Pour qu'elle ne puisse faire ça à personne d'autre. Ce sera le cas. Vous avez ma parole. 3 jours plus tard, Bérénice a été extradée dans notre ville. Je l'ai vue pour la dernière fois lors de l'audience préliminaire, menottée, les cheveux ébouriffés et sans maquillage. Elle n'était plus la femme élégante et charmante que j'avais rencontrée dans cette librairie. C'était une arnaqueuse attrapée. Vaincue. Nos yeux se sont croisés pendant une seconde. Dans ses yeux, je n'ai vu aucun remords, seulement de la rage d'avoir été attrapé. Le juge a lu les charges. Fraude systématique, falsification d'identité, bigamie multiple, tentative d'empoisonnement. La liste était longue et dévastatrice. Comment plaide l'accusé? A demandé le juge. Son avocat, un commis d'office qui savait clairement que sa cause était perdue, a répondu, non coupable, votre honneur. Mais tout le monde dans cette salle connaissait la vérité. Les preuves étaient accablantes. Les témoignages de cette victime, les documents, les enregistrements, l'argent retracé. Il n'y avait aucun moyen pour elle d'y échapper. Le juge a fixé la date du procès à 3 mois plus tard et a refusé la libération sous caution. L'accusé représente un risque de fuite évident. Elle restera en détention jusqu'au procès. Quand ils l'ont emmenée menottée, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas de la satisfaction, pas de la vengeance, juste un vide profond là où l'amour avait été. Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Non pas à cause de la procédure judiciaire, qui avançait solidement et inévitablement vers la condamnation de Bérénice, mais à cause du processus interne de reconstruction après que tout ce en quoi j'avais cru s'était révélé être un mensonge élaboré. J'ai dû affronter ma famille et leur dire la vérité. La honte dans leurs yeux. Quand je leur ai expliqué que mon mariage était une fraude, que ma femme était une arnaqueuse professionnelle, que j'avais perdu presque tout mon argent. Ma sœur a pleuré, pas pour l'argent, mais pour moi, de me voir si brisé. Mon neveu, qui avait été l'un des témoins au mariage, m'a pris dans ses bras et m'a dit que rien de tout cela n'était de ma faute. Mais c'était dur d'y croire. Les amis qui avaient assisté au mariage m'ont appelé avec des condoléances comme si quelqu'un était mort. Et d'une certaine manière, quelqu'un était mort. Le Ramiro qui était si heureux il y a à peine 3 mois n'existait plus. Cet homme naïf qui croyait aux contes de fées et aux secondes chances avait disparu à jamais. Fernando est devenu mon point d'ancrage. Pendant ces jours sombres, il me forçait à sortir de la maison, à manger,
à continuer à vivre quand tout ce que je voulais, c'était disparaître sous les couvertures et ne jamais me réveiller. Ça ne te définit pas, me répétait-il sans cesse. Ce qui t'est arrivé ne dit rien sur toi. Ça dit tout sur elle. Tu as été la victime d'une professionnelle, de quelqu'un qui a consacré toute sa vie à perfectionner l'art de la tromperie. Mais c'était difficile à croire quand la nuit, allongé dans le lit que j'avais partagé avec elle, je ne pouvais m'empêcher de me demander quel signe j'avais ignoré. Je passais en revue chaque conversation dans ma mémoire, chaque geste, chaque regard. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment n'avais-je pas vu que chaque sourire, chaque caresse, chaque « je t'aime » faisait partie d'une performance répétée et perfectionnée avec d'autres victimes avant moi? Je faisais une fixation sur les détails. Y avait-il eu quelque chose de réel? Le moindre moment authentique parmi tous. C'est moi de mensonges? Ou tout, absolument tout, depuis cette première rencontre dans la librairie, avait-il été calculé et faux? La banque a réussi à récupérer 140 000 $ sur les comptes offshore avant qu'ils ne puissent être transférés vers des endroits plus inaccessibles. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose, assez pour que je ne perde pas mon appartement, assez pour reconstituer mon épargne retraite, assez pour recommencer à zéro. La banque a également mis en place des mesures de sécurité supplémentaires et m'a indemnisé à hauteur de 20 000 $ pour les failles de leur protocole qui avait permis la fraude. Les enquêteurs ont continué à approfondir l'affaire et ont trouvé d'autres victimes. La liste s'est allongée à 11 hommes au total, répartis dans 5 villes différentes sur 8 ans, tous avec des histoires pratiquement identiques à la mienne. Il rencontrait une femme charmante dans des endroits banals, des librairies, des galeries d'art, des cafés. Ils tombaient amoureux, se mariaient rapidement et étaient systématiquement dépouillés de leurs économies pendant ou immédiatement après leur lune de miel. Certains ont perdu plus que moi. L'un d'eux a perdu 300 000 $ dans son entreprise familiale. D'autres ont perdu moins. Mais nous avons tous perdu là. Même chose fondamentale, la capacité de faire confiance à un autre être humain. La capacité de croire que l'amour pouvait être réel et désintéressé. Roberto Vargas, Javier Mendoza et moi avons formé un groupe de soutien informel. Nous nous retrouvions une fois par semaine dans un café du centre-ville. Partageant nos expériences, nous entraidant pour surmonter le traumatisme que nous portions tous. Il était étrangement réconfortant de savoir que je n'étais pas seul, que d'autres hommes intelligents et raisonnables étaient tombés dans le même piège parfaitement conçu et avaient survécu pour raconter l'histoire. Le pire, ce n'est pas l'argent, disait Roberto lors de l'une de nos rencontres, en remuant son café sans nous regarder. C'est de savoir que chaque moment que tu pensais réel était faux. Que la personne que tu aimais, pour qui tu aurais donné ta vie, n'a jamais vraiment existé. Elle n'était qu'un personnage qu'elle jouait. Javier hochait la tête, les larmes aux yeux. J'ai encore du mal à dormir 3 ans plus tard. Je rêve d'elle constamment, et dans mes rêves, elle est toujours Béatrice, la femme douce et affectueuse dont je suis tombé amoureux. Je me réveille avec le sentiment de l'avoir perdue, d'avoir fait une erreur, de devoir la chercher. Et puis je me souviens de la vérité et je réalise que je ne l'ai jamais eue, qu'elle n'a jamais été réelle. Je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. Faire le deuil de quelque chose qui n'a jamais été réel est un type de douleur bien particulier. Il n'y a pas de conclusion possible car il n'y a rien de réel à conclure. Seulement le vide là où l'amour aurait dû être. Le procès a finalement commencé. À la mi-avril. Le procureur, un homme méticuleux nommé Dr Julio Ramirez, a présenté un dossier dévastateur fondé sur des montagnes de preuves irréfutables. De faux documents avec différentes écritures et signatures, de multiples identités avec des passeports et des cartes d'identité professionnellement falsifiées, des témoignages déchirants de 11 victimes, une analyse financière médico-légale qui montrait exactement comment elle avait blanchi l'argent volé.
À travers un réseau complexe de comptes fantômes, et le flacon de Rohypnol. Trouvé dans mon appartement avec ses empreintes digitales clairement marquées. Bérénice est restée impassible tout au long du processus, comme si elle s'ennuyait dans une salle d'attente. Sa défense, menée par un commis d'office, clairement dépassé, a tenté de faire valoir que certaines des relations avaient été consensuelles, que certains hommes lui avaient donné l'argent volontairement comme des cadeaux, mais les preuves étaient trop claires, trop systématiques. Le mode opératoire était trop évident. La préméditation était indéniable. Quand est venu mon tour de témoigner, je suis monté à la barre les jambes tremblantes et les mains moites. Le procureur m'a posé les questions préparées que nous avions répétées. Comment les-je rencontrés? Où avons-nous commencé à sortir? Ensemble? Quand avons-nous décidé de nous marier? Étais-je au courant de ces autres identités? Lui avais-je donné la permission explicite d'accéder à mes comptes bancaires? Savais-je qu'elle prévoyait de me droguer? J'ai répondu à chaque question avec sincérité, la voix brisée aux moments les plus douloureux. Mais la partie la plus difficile a été lorsque l'avocat de la défense m'a interrogé, essayant de jeter le doute sur mon témoignage. Monsieur Ramiro, est-il vrai que vous avez donné à ma cliente accès à vos informations personnelles au cours de votre relation de 3 ans? Numéro 2. Compte, mot de passe de messagerie, informations sur vos investissements. Je lui ai donné des informations parce que j'avais confiance en elle. Parce qu'elle était ma compagne, parce que je pensais que nous allions passer le reste de notre vie ensemble. Et est-il vrai que vous, un homme de 57 ans avec des ressources financières considérables, avez entamé une relation amoureuse avec une femme significativement plus jeune et plus séduisante? Je ne vois pas le rapport avec la différence d'âge. J'essaie juste d'établir que vous êtes entré volontairement dans cette relation, que personne ne vous a forcé, que vous, en tant qu'adulte, avez pris la décision consciente de faire confiance à ma cliente. Le procureur a immédiatement protesté. Objection. Non pertinent et hostile, votre honneur. Le juge a soutenu. L'objection, passez à autre chose, maître. Mais le mal était déjà fait. L'avocat de la défense essayait de me dépeindre comme un vieil homme stupide et désespéré qui s'était laissé tromper par une jeune et belle femme, et qui cherchait maintenant à se venger parce que la relation n'avait pas fonctionné comme il l'espérait. Après mon témoignage, sont venus les autres. Vargas avec sa voix ferme décrivant comment il avait perdu son entreprise de 30 ans. Mendoza pleurant ouvertement en se rappelant comment il avait fait aveuglément confiance. Chacun racontant sa version de la même histoire macabre. Les visages des jurés montraient une indignation croissante, de plus en plus d'horreur au fur et à mesure que le schéma devenait évident et que l'ampleur de l'opération criminelle était exposée. Le point culminant est arrivé lorsque le procureur a présenté les fichiers récupérés sur l'ordinateur personnel de Bérénice, qui avait été saisi dans un garde-meuble qu'elle louait sous un autre faux nom. Le fichier Excel méticuleux, avec les noms des victimes passées, présentes et futures, ainsi que les montants volés et des notes sur chacun d'eux. Les plans détaillés pour chaque escroquerie écrits comme s'il s'agissait de pièces de théâtre. Les notes psychologiques sur la façon de manipuler chaque homme, quelles vulnérabilités spécifiques exploitées, quels mots utilisés pour créer une dépendance émotionnelle. À côté de mon nom, elle avait écrit Ramiro Sepúlveda, 57 ans, veuf récent, encore en deuil, désespéré de trouver compagnie et validation. Valeur nette estimée à 200 000 $ entre l'épargne liquide et le fonds de retraite. Propriétaire d'un appartement évalué à 150 000 $. Niveau de difficulté faible. Temps estimé, 3 à 4 mois depuis le contact initial jusqu'à l'extraction complète. Ces mots froids, cliniques et calculateurs me entraient pour le reste de ma vie. Je n'avais pas été une personne pour elle. J'avais été une cible, un numéro, une transaction. Les plaidoiries finales ont été puissantes et émouvantes. Le
Procureur Julio Ramirez a brossé le portrait clair et dévastateur d'un prédateur. Calculateur qui avait systématiquement détruit des vies pendant des années sans la moindre lueur de remords ou d'empathie. Cette femme, a-t-il dit en pointant directement vers elle, a transformé l'amour en arme, a transformé la confiance en un outil de destruction. Et elle l'a fait encore et encore, perfectionnant sa technique avec chaque victime. Devenant plus efficace, plus cruel, plus impitoyable. Il a marché devant les jurés, établissant un contact visuel avec chacun d'eux. Mesdames et messieurs, les jurés, ne vous laissez pas tromper par son apparence calme, par son silence. Dans cette salle, c'est le même masque qu'elle a porté avec 11 hommes innocents qui ne cherchaient que l'amour et la compagnie. Derrière ce masque se cache un esprit criminel brillant qui a étudié ses victimes comme un prédateur étudie sa proie. Qui a calculé exactement combien de temps il lui fallait pour gagner leur confiance. Qui a méticuleusement documenté chaque étape de son plan criminel. Le procureur a de nouveau montré le fichier Excel avec la liste des victimes. Regardez ceci. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui a fait une erreur. Ce n'est pas quelqu'un qui a connu des circonstances difficiles. C'est une criminelle professionnelle qui a fait de la fraude au mariage sa carrière, sa source de revenus, son mode de vie. Et si nous ne l'arrêtons pas ici, si nous n'envoyons pas un message clair, elle continuera à le faire jusqu'à la fin de ses jours. L'avocat de la défense a tenté de faire valoir que Bérénice avait eu une enfance difficile, qu'elle avait été victime d'abus sexuels par un membre de sa famille. Lorsqu'elle était enfant, qu'elle avait développé des troubles de la personnalité qui expliquaient, bien que ne justifiant pas, son comportement. Qu'elle était tombée dans un cycle de comportements destructeurs en raison de traumatisme échappant à son contrôle. Qu'elle méritait de la compassion, un traitement psychologique intensif dans un hôpital psychiatrique, et non une peine sévère dans une prison ordinaire. Mais ces arguments sonnaient creux et désespérés face à la montagne de preuves irréfutables et à la traînée de destruction méticuleusement planifiée que Bérénice avait laissée dans son sillage pendant près d'une décennie. Le jury a clairement vu qu'il ne s'agissait pas d'une femme agissant de manière impulsive par traumatisme. C'était une femme exécutant un plan d'affaires criminel avec une précision chirurgicale. Le jury n'a pas mis longtemps à rendre son verdict. 3 heures après s'être retiré dans la salle des délibérations. Ils sont revenus avec des expressions sérieuses et déterminées. Le silence dans la salle d'audience était absolu, presque religieux, lorsque le président du jury, un homme d'âge moyen portant des lunettes, s'est levé en tenant le papier. Avec le verdict. Le jury a-t-il rendu un verdict, a demandé le juge d'une voix solennelle. Oui, votre honneur, nous avons rendu un verdict unanime. Comment déclarez-vous l'accusé sur le chef de fraude systématique au premier degré? Coupable. Sur le chef de falsification de documents officiels à 2 multiples reprises. Coupable. Sur le chef de bigamie multiple? Coupable. Sur le chef de vol aggravé? Coupable. Sur le chef de tentative d'empoisonnement dans l'intention de faciliter un crime? Coupable. Impar. Charge après charge, le mot résonnait dans la salle comme un marteau. Frappant un clou. Coupable. 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 15 chefs d'accusation au total. 15 fois le même mot dévastateur. Bérénice n'a montré aucune émotion à la lecture de l'intégralité du verdict. Elle regardait fixement devant elle avec des yeux vides, comme si elle était dissociée de la réalité, comme si tout cela arrivait à quelqu'un d'autre dans une autre dimension. Il n'y a pas eu de larmes, de protestations dramatiques, de cris d'injustice, juste un silence froid, calculé et dérangeant qui était, d'une certaine manière, plus glaçant que n'importe quelle explosion émotionnelle. Une semaine plus tard, nous sommes retournés au tribunal pour l'audience de détermination de la peine. Cette fois, le juge a permis à certaines des victimes de s'exprimer avant de prononcer la sentence. Roberto Vargas a été le premier à prendre la barre des témoins.
J'ai perdu plus que de l'argent? A-t-il dit d'une voix tremblante. J'ai perdu l'entreprise que j'avais construite pendant 30 ans. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu la confiance de ma famille qui pensait que j'avais été un idiot irresponsable. Mais par-dessus tout, j'ai perdu la capacité de croire en la bonté humaine. C'est ce qu'elle m'a vraiment volé. Javier. Mendoza a pris la parole ensuite, les larmes coulant sur son visage. Ça fait 3 ans et je n'arrive toujours pas à avoir une relation normale. Je ne peux plus faire confiance. Je ne peux pas y croire quand quelqu'un me dit qu'il m'aime. Elle m'a détruit. De l'intérieur d'une manière qu'aucun argent ne peut réparer. Et le pire, c'est que je sais que je n'étais qu'un nom de plus sur sa liste, que je n'avais même pas assez d'importance à ses yeux pour qu'elle se souvienne de mon vrai nom. Quand ce fut mon tour de parler, je suis allé à la barre en ressentant le poids de tout ce que j'avais traversé ces derniers mois. Votre honneur, ai-je commencé. J'étais un homme heureux avant de rencontrer Bérénice. J'avais surmonté la mort de ma première femme. Je reconstruisais ma vie. J'avais de l'espoir pour l'avenir. Elle a vu cet espoir et l'a retourné contre moi comme une arme. Elle m'a étudié comme un scientifique étudie une expérience. Elle a appris exactement quoi dire, comment agir, quelle vulnérabilité exploiter. J'ai fait une pause, retrouvant ma voix. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Elle n'a pas gagné. Oui, elle m'a volé mon argent. Oui, elle m'a volé 3 ans de ma vie. Mais elle ne m'a pas volé ma capacité à me relever. Elle ne m'a pas volé ma détermination à aller de l'avant. Et elle ne m'a pas volé ma volonté de m'assurer qu'aucun autre homme n'ait à traverser ce que nous avons traversé. C'est quelque chose qu'elle ne pourra jamais me prendre. Le juge a écouté chaque témoignage en silence, prenant occasionnellement des notes. Puis il a pris son temps avant de parler, examinant les documents devant lui, regardant Bérénice pendant un long moment, et s'est finalement adressé directement à elle. Avec une expression de profond dégoût. Bérénice Sanchez, ou quel que soit votre vrai nom, a commencé le juge d'une voix grave et autoritaire. Je suis juge depuis 32 ans. J'ai présidé des milliers d'affaires. J'ai vu toutes sortes de crimes, des plus violents et explicites aux plus subtils et trompeurs. Mais rarement, très rarement, j'ai vu quelque chose d'aussi systématique, d'aussi calculé, d'aussi complètement dépourvu d'humanité que ce que vous avez fait. Il a fait une pause, laissant ces mots se poser dans le silence absolu de la salle. Vous ne vous êtes pas contenté de voler de l'argent. L'argent est remplaçable. Vous avez volé des années de vie qui ne pourront jamais être récupérées. Vous avez volé la capacité de faire confiance, qui est fondamentale pour la société humaine. Vous avez volé la foi en l'amour et en la bonté humaine. Les cicatrices que vous avez laissées sur vos victimes ne sont pas seulement financières. Elles sont émotionnelles, psychologiques, spirituelles. Certains de ces hommes ne se remettront probablement jamais totalement de ce que vous leur avez fait. Ils porteront ces blessures jusqu'à la fin de leur jour. Le juge s'est penché en avant. Vous avez prouvé que vous étiez une menace calculée et persistante pour la société. Vous avez systématiquement détruit des vies pendant près d'une décennie sans aucun remords, avec une préméditation absolue et une ruse de sang-froid. J'ai lu les rapports psychologiques de 3 experts différents. J'ai écouté les spécialistes du comportement criminel et je ne vois aucune preuve de remords sincère. Je ne vois aucun remords réel. Je ne vois aucune possibilité réelle de réhabilitation. Je ne vois qu'une personne qui regrette profondément d'avoir été attrapée, pas d'avoir causé autant de dommages irréparables. Le juge a pris une grande inspiration avant de poursuivre, pour les chefs de fraude systématique au premier degré, falsification de documents officiels à 2 multiples reprises, bigamie multiple, vol aggravé et tentative d'empoisonnement. Dans l'intention de faciliter un crime.
La sentence est de 18 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 10 premières années. En outre, vous devrez verser une restitution totale à chacune de vos victimes identifiées pour le montant exact volé, estimé à un total de 1 240 000 $, plus des dommages-intérêts punitifs s'élevant à 500 000 $ supplémentaires pour la souffrance émotionnelle causée. Vos biens, vos comptes bancaires et tout actif à votre nom seront immédiatement saisis et liquidés pour commencer le processus de restitution aux victimes. Il a frappé fort avec son maillet. Que le greffier note que la sentence doit être exécutée immédiatement. Emmenez la condamnée. 18 ans. 18 ans de sa vie enfermée entre des murs de béton. Au moment où elle sortirait de prison, Bérénice serait une femme de près de 60 ans. Sa beauté, l'outil principal et le plus efficace de ses escroqueries. Élaborée, se serait complètement estompée avec le temps. Sa jeunesse perdue à jamais entre des barreaux rouillés et des cours de béton grises. Les meilleures années de sa vie consumées derrière les barreaux, payant pour le crime calculé qu'elle avait commis. Lorsque les agents de sécurité se sont approchés pour l'emmener menottée hors de la salle d'audience, elle a finalement brisé son masque d'indifférence. Elle s'est tournée lentement et m'a regardé droit dans les yeux. Pour la première fois de tout le long processus judiciaire, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une émotion sincère briller intensément dans ses yeux sombres. Mais ce n'était pas du remords. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la honte, ni du repentir. C'était de la haine pure, concentrée, brûlante et viscérale. Elle me haïssait de toutes les fibres de son être. Non pas pour l'avoir découverte, non pas pour l'avoir dénoncée aux autorités. Elle me haïssait pour avoir ruiné son plan parfait. Pour avoir été une victime qui ne s'était pas tuée humiliée, qui ne s'était pas cachée dans la honte comme on s'y attendait. Qui ne l'avait pas laissé s'échapper une fois de plus pour détruire une autre vie. Pour avoir été une faille fatale dans son système apparemment infaillible. Pour avoir été sa perte. Et à ce moment-là, en la fixant dans les yeux alors que les gardes la menottaient fermement et l'emmenaient vers la porte latérale qui menait aux cellules, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti pendant tous ces longs mois douloureux et traumatisants. Ce n'était pas la satisfaction de la vengeance. Ce n'était pas une joie sadique face à sa chute et à sa destruction. Ce n'était pas le sombre plaisir de voir souffrir quelqu'un qui m'avait fait tant souffrir. C'était une libération, un sentiment profond, épuisé, presque spirituel qu'un chapitre horrible. Traumatisant, dévastateur, qui m'avait complètement consumé, était enfin terminé. Que je pouvais recommencer à respirer sans ce poids constant sur la poitrine. Que peut-être, juste peut-être, un jour dans le futur, je pourrais faire à nouveau confiance à quelqu'un sans que la panique ne me paralyse.